Et donc justement, est-ce que dans ces demandes anticipées ou par choix de la famille, par exemple, comme vous disiez là, quelqu'un qui dit qu'il aimerait être comme avant, vous arrivez avec un diagnostic qui est, je sais pas, plusieurs aires sont touchées, il récupérera peut-être pas la motricité, le langage est peut-être touché, on voit qu'une bonne partie de sa personnalité risque de changer parce qu'on a un problème au niveau du cortex. Est-ce que la famille ou en fonction, ou alors dans les vœux anticipés, si la personne dit qu'elle veut être comme avant ou qu'autrement elle veut être l'arrêt des soins, comment est-ce que éthiquement du coup ce qui se passe c'est qu'on suit les vœux de la personne ou de la famille? Est-ce que du coup s'il y a signe de conscience vous êtes obligé de continuer? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? C'est à la fois bien défini dans le cas des directives anticipées, mais il y en a très peu souvent en fait des directives anticipées. Donc, alors le cas se pose assez souvent, donc on est un peu obligé, même si on n'a pas forcément, c'est mon cas, de dimension, on va dire, juridique dans son cursus, on est obligé de s'intéresser un peu à ça. Et en fait, ce que moi j'ai compris, en gros, c'est qu'il y a une forme de hiérarchie des normes, d'accord, de hiérarchie des sources d'information. Alors évidemment, quand le patient est conscient, c'est lui qui parle, mais là, on part du principe que c'est pas le cas. Donc du coup, la première information la plus valable, c'est les directives anticipées. Et donc là, les directives anticipées bien rédigées, c'est-à-dire adaptées à la situation, applicables. Donc là, nous, on a une petite marge de manœuvre en disant, bah, quelqu'un a dit quelque chose, mais c'était pas du tout applicable. Par exemple, je ne veux jamais être intubé alors qu'on a besoin d'être intubé pour avoir une chirurgie de l'appendicite. On juge que c'est pas applicable. On va dire, bah oui, mais on va pas mourir de l'appendicite alors que c'est une chirurgie qui a besoin de se faire avec une intubation. Et même si la personne est tombée dans un coma parce que c'est un choc septique, voilà, il a besoin d'être intubé sans donner son consentement. Bon, donc, on peut dire que les directives ne sont pas applicables, mais en général, elles le sont, ou en tout cas, les gens ont pu rédiger des directives sur la question neurologique et la question du handicap qui peuvent être applicables. Et là, vraiment, elles sont contraignantes. C'est-à-dire que si on juge qu'elles sont adaptées, applicables, elles s'imposent à nous comme si le patient était à côté de nous et nous parlait. Souvent, ça s'associe à une personne de confiance qui est désignée dans les directives anticipées, et du coup, la personne de confiance peut confirmer que le cadre qu'on lui présente est bien celui où la personne avait dans le cadre de laquelle il avait dicté ses directives anticipées, et voilà, il faut appliquer ce qu'il a dit. Et ça, c'est un peu difficile parce que si on prend ce cadre-là, on a eu parfois des patients où nous, on pensait qu'ils pouvaient se réveiller, parce qu'on a un petit peu l'idée que, en tout cas dans certains niveaux de handicap attendu, voilà, la question de la conscience est avec, même s'il y aura du handicap, ça vaut le coup de faire de la réanimation. Mais chez certains, c'était on ne veut aucun handicap. Et surtout, on veut qu'on nous garantisse aucun handicap. Il y a une petite modulation là qui, c'est qu'on veut nous apporter, on veut que vous soyez sûr qu'il n'y aura pas de handicap. Mais quand il y a un certain niveau de lésion, on peut espérer qu'il n'y aura pas trop de handicap. Mais de là à dire qu'on est sûr qu'il n'y en aura pas, Ouais, que c'est une bon, garantie, c'est pas possible. on ne peut pas garantir. Donc du coup, dans notre expérience, des fois, on a été contraint par les directives anticipées, on s'est imposé cette contrainte, c'est de dire, bah oui, nous, on aurait plutôt continué. Des fois, les réanimateurs, c'est l'inverse, il faut plutôt arrêter. Mais là, on aurait voulu continuer, et en fait, on ne l'a pas fait. Parce qu'on a jugé que ce aurait été pas éthique, du coup, de continuer, parce que le patient se réveillant aurait pu nous en vouloir, d'une part, et puis considérer qu'on n'avait pas respecté la loi. Il y a une petite limite à ça, c'est que les gens qui rédigent ces directives anticipées sont bien portants. C'est rare, étant bien portant, de vouloir ne pas être bien portant, et qu'il y a un biais qui est plutôt pour dire je ne veux pas être comme ci comme ça, et qu'il y a plutôt un biais inverse quand on a la lésion cérébrale qui est ben, puisque maintenant je suis vivant, réveillé, et que son handicap, il y a plutôt une tendance à l'accepter. Moi, ça, c'est l'expérience des rééducateurs, et puis aussi des publications sur la qualité de vie des patients, y compris avec des Leukin syndrome, qui est paradoxalement meilleure que on pouvait s'y attendre. Et donc, du coup, les patients qui rédigent des directives anticipées, il faut peut-être quand même le savoir, ne pourront plus changer d'avis. C'est-à-dire que si elles sont bien rédigées, cette possibilité de changer d'avis sur son opinion sur le handicap, effectivement, si les médecins respectent les directives anticipées, ben, vont les respecter, quoi. Après, le niveau inférieur, c'est les gens qui ont rédigé un papier pour dire j'ai une personne de confiance, mais elle sait ce qu'il faudra faire, je veux pas l'écrire, c'est trop compliqué, puis c'est elle qui parlera à ma place, quoi. Donc, mais il faut quand même un petit peu dire ce qu'on veut, il faut qu'il y ait un minimum de connaissance du souhait des gens, parce que si c'est juste pour dire bah, je me débarrasse du bébé, c'est toi qui t'en occuperas, moi tu fais ce que tu veux, hein, mais
telle personne de confiance, bon, les gens, ils se retrouvent un petit peu et du coup, ils nous disent, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Enfin, donc c'est juste une prise de décision, mais c'est pas vraiment le témoignage du patient. Donc ça, c'est quand même ça. Quand il y a une personne de confiance qui sait vraiment ce qu'il faut faire, ça s'impose aussi à nous. Mais par exemple, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que s'il y a une directive anticipée et que la personne de confiance veut pas, c'est la directive anticipée qui compte quand même. C'est que nous, il faut qu'on voit que ah bah, c'est une personne de confiance, mais du coup, elle est totalement pro-acharnement à que la personne ne voulait pas. Bah, en fait, il dit non, mais attendez, vous êtes personne de confiance, c'est pour faire respecter ces directives. Enfin, c'est quand même la directive qui va être au-dessus. C'est plutôt, dans ce cas-là, c'est plutôt pour adapter les directives. Mais quand il y a une personne de confiance toute seule, toute nue, sans aucune information, juste signée comme ça, personne de confiance, bah, il y a des gens qui peuvent être un peu en difficulté, mais c'est quand même à eux qu'on réfère. C'est important de la désigner pour qu'on ait un interlocuteur, notamment dans les familles où des fois c'est recomposé, il y a des parents, enfants, premier conjoint, mère des enfants, deuxième conjoint, et puis etc. Enfin, toutes les circonstances possibles. C'est bien de savoir qui est le référent, parce que des fois, ça peut aussi tirer à Adia sur les avis, et le fait d'avoir une personne de confiance désignée, alors ça peut mettre un peu de tension, parce que ah, bah, tiens, pourquoi tu as désigné lui et pas moi, mais néanmoins, ça permet d'avoir un interlocuteur qui après pourra vouloir plus ou moins faire le consensus dans la famille. Ça, c'est pas notre question, mais en tout cas, il faut qu'on ait un interlocuteur. Et après, il y a le niveau d'en dessous, on n'a pas d'informations. Et là, du coup, c'est un peu au jugé clinique, quoi. C'est qu'il y a il y a la nécessité qu'il y ait des décisions collégiales, c'est-à-dire qu'on peut se réunir, dire, bah voilà, étant donné le type de lésion, et éventuellement le témoignage par la famille d'un patient qui aurait dit des choses mais qui ne les a pas écrites et qui n'a pas dit une personne de confiance, on juge que son évolution par rapport à ce qu'il aurait souhaité, bah, soit ça vaut le coup de tenter, soit c'est tellement éloigné que ben, on peut avoir différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut dire ben, on continue, mais on ne traite pas de complications. Enfin, il y a différents niveaux d'engagement thérapeutique. Mais là, c'est une décision médicale qui ensuite va être explicitée à la famille. Et l'idée, c'est plus de trouver un consensus. Je ne veux pas faire le point sur toutes les histoires qu'on a, mais évidemment qu'on peut aller au conflit judiciaire et qu'on peut dire qu'on va imposer un arrêt thérapeutique et qu'on va dire oui, bah, cet arrêt thérapeutique, il a telle date, vous avez 48 heures pour aller au tribunal. Ça peut, voilà. Là, c'est face à face, hein, c'est la volonté, c'est la décision médicale dès lors qu'elle est collégiale, explicitée à la famille, dès lors qu'elle est faite dans les règles de l'art juridique. On peut jouer en disant, bah voilà, maintenant, aller chercher un juge qui va m'empêcher de le faire, quoi. Moi, je pense que c'est pas une bonne solution, ni pour les patients, ni pour les familles, ni pour les équipes, pour personne. Mais des fois, bon, ça arrive qu'on soit obligé, hein, mais si on peut essayer de trouver un consensus, c'est quand même largement mieux, ne serait-ce que si jamais ça se tourne mal pour le deuil des familles, parce que voir quelqu'un partir après une complication dans un conflit judiciaire, c'est bon pour personne, quoi. Voilà comment ça se passe. En gros, c'est la prise de décision, elle se fait, on recueille les directives anticipées, la personne de confiance, les volontés du patient, mais qui des fois sont très imprécises. Les gens qui ont réfléchi à la question, ils peuvent avoir des choses précises. Les gens qui ont fait les directives anticipées, ils ont pu dire je veux absolument être comme avant, je l'écris. Bon. Puis il y a des fois des gens qui ont dit comme ça une soirée, je veux pas être un légume. Sauf qu'en fait, on se rend compte que légume pour eux, c'était être dans un fauteuil roulant. Alors qu'il y a des gens dans un fauteuil roulant qui sont totalement conscients. Donc du coup, des fois, on est obligé de pondérer et des fois de considérer que c'est pas adapté. Et que du coup, je parle pas des directives anticipées, hein, je parle des avis des proches. Et puis des fois, au contraire, on peut avoir des gens où ils n'ont pas fait de directive anticipée, ils ont connu le handicap personnel, c'est-à-dire qu'ils ont eu, quand ils étaient jeunes, un traumatisme crânien, ils ont été trachéotomisés, ils ont dit bon bah je m'en suis sorti, j'ai eu des enfants, par contre je sais ce que c'est, je veux pas que ça revienne. Ils peuvent avoir eu à s'occuper de leurs proches, donc avoir vu ce que c'était. Et ils ont dit non mais j'ai pas, pareil ils n'ont pas fait de directive anticipée, mais et donc on sait qu'ils ont connu, c'est-à-dire qu'ils se sont exprimés en connaissance de cause. Ou alors ça peut être des soignants ou des gens qui par, disons, on arrive à doser un peu que la décision, enfin qui n'est pas une décision, mais qui était ce qu'ils ont rapporté à leurs proches était quand même quelque chose de réfléchi. Et donc du coup ça a quand même une valeur un peu plus importante. Et quand c'est appuyé par vraiment des témoignages itératifs, cohérents, congruents de la famille, de tous les proches, et qu'on sent qu'il n'y a aucune dissension, aucune tension, et que le patient il est vraiment très très loin des objectifs fixés, et ben du coup, même sans directive anticipée, ça joue quand même, ça pondère. Et après, donc ça après c'est rentré dans des modèles théoriques, hein, des gens qui disent bah, en fait il faudrait avoir des capacités de pronostication de tous ces états-là. C'est-à-dire que il faudrait pouvoir prédire ceux qui vont être en conscience minimale, pour ceux qui veulent ça. Il faudrait pouvoir prédire ceux qui vont communiquer,
la définition classique de la conscience. Ceux qui veulent communiquer, ouais, mais ils veulent être aussi un peu autonomes, il faudrait pouvoir prédire ça. Et ceux qui veulent être comme avant, il faudrait pouvoir prédire ça. Ça, en fait, on n'y arrive pas en pratique. Mais c'est vrai que il faudrait qu'on l'ait parce que c'est un peu la demande la plus, euh, vraiment la plus générale des patients, c'est d'avoir un objectif de vie individualisé. Bah oui, bien sûr, mais par contre, du coup, par rapport à la précision des demandes, des corrélats neuronaux, de la plasticité qui peut arriver après de la récupération, et puis surtout quand on part d'un état de coma, du coup, au début, où on peut avoir des mesures, mais ça peut évoluer, etc., je peux imaginer que c'est super compliqué de venir faire un diagnostic aussi précis que d'estimer certaines liaisons, certaines choses comme ça, et d'autant plus dur pour les familles qui, du coup, savent pas forcément comment réagir. Je peux imaginer que, du coup, ça doit être compliqué d'annoncer les nouvelles et d'essayer de peser justement par rapport aux volontés. Les questions sont un peu longues. En fait, effectivement, on a cette demande d'extrême précision, mais on ne peut pas y répondre. Voilà. Ça, des fois, on le dit d'emblée, hein. Après, on utilise les connaissances un peu générales de la neurologie pour dire que, voilà, même sans être dans un aspect très localisationniste un peu réducteur, de dire bah, quand même, quand il y a des grosses lésions à cet endroit-là, la conscience, je vous en dis ce que j'ai à dire par rapport au bilan. En gros, le bilan de la conscience, c'est, pour faire simple, en clinique, hein, je ne parle pas des modèles qui sont construits en recherche, mais c'est une très petite zone de drapeau rouge où vraiment tout est cata et où vraiment du coup on peut être sûr, mais c'est très dépendant de l'étiologie et notamment de l'arrêt cardiaque. Quelques drapeaux verts où vraiment on a la capacité de dire, quand on fait le G, les potentiels évoqués et avec l'IRM, que vraiment on ne sait même pas pourquoi le malade est comateux, c'est-à-dire que tout fonctionne bien, c'est-à-dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il exprime cette conscience parce que tous les drapeaux sont au vert et c'est très rare aussi. Et souvent c'est une zone grise très importante où il y a un peu de drapeau rouge, un peu de drapeau vert et puis des drapeaux qui sont ni l'un ni l'autre quoi. Et donc on dit bah on ne sait pas, mais ce qu'on peut dire c'est que s'il se réveille, bah quand même bah, il sera pas comme avant. Il y a ça et ça qui, c'est telle et telle fonction qui risque d'être touchée et dont il risque de garder des séquelles, mais en étant d'une grande humilité parce que, en fonction de l'âge, en fonction des pathologies antérieures, de l'état cérébral antérieur, euh, des capacités probablement génétiques, voire épigénétiques de récupération, de plasticité, on peut avoir des surprises, mauvaises ou bonnes. Et on se trompe dans les deux sens, surtout dans la zone grise. Donc nous, après, on a des protocoles pour essayer des études en cours pour essayer de réduire la zone grise, mais il faut bien avoir conscience qu'on va peut-être la réduire un peu, mais qu'on n'espère pas, avec un protocole sur quelques dizaines de patients, dire que voilà, on a une boule de cristal dans laquelle on regarde et qui nous dit comment sera le patient. On essaye, on fait ce qu'on peut, mais on sait qu'on ne fera, si tout va bien, que réduire un peu la zone grise. Et donc du coup, après, on en arrive à dire quel est le prix que collectivement, en termes de soignants, en termes de proches, en termes de durée d'hospitalisation, on est prêt à payer en termes de durée de soins, éventuellement de coûts, alors ça c'est plutôt la collectivité parce que les gens ils n'ont pas grand chose à payer, mais surtout en termes de durée d'hospitalisation parce que c'est des patients qui sont hospitalisés, qui sont douchés, tournés tous les jours. Combien de temps on est prêt à attendre pour qu'ils atteignent certains états? Et quel prix on est prêt à payer aussi en termes de complications? Est-ce qu'on va traiter toutes les complications? Est-ce qu'on va dire que tant que tout va bien, on continue? Si ça se dégrade, bah, du coup, peut-être qu'il ne faudra pas refaire des choses très lourdes, etc. Donc après, c'est une distinction qui est vraiment individualisée pour le coup, qui est taillée sur mesure et qui est réévaluée parce que on peut discuter de quelque chose et puis une semaine après, le malade s'est amélioré. Donc du coup, on va changer totalement de fusil d'épaule, on va dire bah, tout ce qu'on avait dit qu'on ferait pas, on va peut-être le faire. Ou au contraire, il a fait une dégradation qu'on a traitée, mais là du coup, on n'est plus dans le même état, donc ce qu'on avait dit avant est caduque. Voilà, donc on réévalue ça, et puis après, on a à la fin, quand on fait les suivis, des surprises bonnes ou mauvaises dans les deux sens.